Si tu n'es pas contente, tu peux partir. C'est ce que mon fils m'a dit ce soir-là, debout dans le salon de ma maison, les bras croisés, pendant que ma belle-fille comptait mon argent sur la table. Je m'appelle Odile Arnaud. J'ai 66 ans. Et ce que je vais vous raconter ce soir, je l'ai gardé en silence pendant des mois. Non pas par honte, mais parce que certaines vérités ont besoin de mûrir avant d'être dites. Tout a commencé un vendredi matin de novembre. J'étais dans la cuisine en train de préparer une tarte aux pommes. Cette recette que ma mère m'avait transmise avec le beurre bien froid et une pincée de cannelle. La maison sentait bon. Le soleil d'automne entrait par la fenêtre, réchauffant les carreaux anciens. J'avais cette impression de paix, vous savez, celle qu'on ressent quand on est chez soi, dans son foyer, avec ses souvenirs accrochés au mur. Puis le téléphone a sonné. La banque. Madame Arnaud, votre pension n'a pas été versée sur votre compte ce mois-ci. Apparemment, elle a été redirigée vers un autre compte, celui de Madame Pauline Arnaud. Pauline, ma belle-fille. J'ai cru à une erreur, une confusion administrative. Je suis restée calme, polie. J'ai dit « Merci, je vais vérifier ». Mais quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Je suis montée à l'étage. Pauline était dans la chambre d'amis, ma chambre d'amis, celle que j'avais laissée pour eux quand ils avaient eu des difficultés financières. Elle était assise devant l'ordinateur, concentrée. « Pauline, j'ai reçu un appel étrange de la banque. » Elle n'a même pas levé les yeux. « Ah oui, c'est réglé. J'ai fait transférer ta pension sur notre compte. » J'ai cligné des yeux. « Ah, pardon ?» Elle a enfin tourné la tête, avec ce petit sourire poli qu'elle avait toujours en public, mais qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « Considère ça comme le loyer, Odile. Tu vis ici, non? Il est normal que tu participes. » Le loyer, dans ma maison, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi, mais je ne voulais pas de conflit. Pas encore. Alors j'ai simplement dit « Je vais en parler avec Laurent. Mon fils, mon unique enfant. Celui que j'avais élevé seul après la mort de son père. Le soir même, je l'ai attendu dans le salon. J'avais gardé entre mes mains une petite boîte en bois, celle où je rangeais les vieux documents. Une encre, un symbole, quelque chose qui m'avait toujours rappelé que j'avais construit cette vie pierre par pierre. Quand Laurent est rentré, Pauline était déjà à ses côtés. Elle lui avait tout raconté, sa version. « Maman, tu ne peux pas continuer à vivre ici sans contribuer. C'est normal que Pauline gère les finances. Laurent, c'est ma pension, c'est ma maison. » Il a eu ce regard, celui que je ne lui connaissais pas, froid, distant. « Ta maison? Maman, tu vis avec nous. Si tu n'es pas contente, tu peux partir. » Le silence qui a suivi a été le plus long de ma vie. Pauline a continué à compter l'argent sur la table, mon argent. Laurent est monté se coucher. Et moi je suis restée là, immobile, avec cette petite boîte dans les mains, sentant que quelque chose venait de se briser pour toujours. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette boîte contenait bien plus qu'il n'imaginait, et que j'avais déjà pris ma décision. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Cette maison, voyez-vous, n'a pas toujours été ce champ de bataille silencieux. Il fut un temps où elle résonnait de rire, où les dimanches sentaient le poulet rôti et le gâteau au chocolat, où Laurent courait dans le jardin en criant « Maman, regarde !» avant de me montrer un caillou qu'il trouvait extraordinaire. J'ai acheté cette maison il y a 38 ans, avec l'argent de l'assurance vie de mon mari, Georges. Il était mort trop jeune, 42 ans, d'une crise cardiaque un soir de décembre. Laurent n'avait que 4 ans. Il ne se souvient presque pas de son père. Moi, si. Je me souviens de ses mains, de sa façon de me regarder en disant « Odile, tu es plus forte que tu ne le crois ». Je me souviens de cette petite boîte en bois qu'il m'avait offerte pour notre 10e anniversaire. « Pour ranger tes trésors », avait-il dit en souriant. À l'intérieur, il avait glissé une photo de nous trois, Laurent bébé, Georges et moi, devant cette maison qu'on venait tout juste de visiter. « Un jour, elle sera à nous », avait-il murmuré, et elle l'est devenue. Mais sans lui, j'ai travaillé dur, très dur. J'étais secrétaire dans un cabinet d'avocats à Lyon. Le matin, je déposais Laurent chez ma belle-mère, je prenais le train, je travaillais toute la journée, je rentrais tard. Le soir, je préparais le dîner, je l'aidais avec ses devoirs, je le bordais dans son lit en lui racontant des histoires. Je n'avais pas le temps d'avoir peur, pas le temps de pleurer, juste le temps d'avancer. Et Laurent grandissait. Il était doux, attentif, curieux. Il me demandait souvent « Maman, pourquoi tu travailles autant ?» Je lui répondais « Pour que tu aies tout ce dont tu as besoin, mon chéri. » Quand il a eu 18 ans,
Je lui ai montré la petite boîte. Je lui ai raconté l'histoire de la maison, de son père, de tout ce qu'on avait construit ensemble. Il m'avait serré dans ses bras. Merci, maman. Je ne t'oublierai jamais. À 25 ans, Laurent a rencontré Pauline. Elle était jolie, élégante, pleine d'ambition. Elle travaillait dans la communication, parlait 3 langues, avait ce sourire éclatant qui séduisait tout le monde. Quand il me l'a présentée, j'ai vu ses yeux briller. Il était amoureux. J'ai voulu croire qu'elle l'aimait aussi. Le mariage a été magnifique, dans le jardin de la maison, sous les glycines. Laurent portait le costume de son père, que j'avais fait ajuster. Pauline était radieuse dans sa robe ivoire. Quand ils ont échangé leurs vœux, j'ai pleuré, de joie, de fierté, de soulagement aussi. Mon fils avait trouvé quelqu'un. Les premières années, tout allait bien. Il vivait dans un appartement à Lyon. Il venait déjeuner tous les dimanches. Pauline m'apportait des fleurs, m'aidait à mettre la table, riait aux histoires de Laurent enfant. « Vous avez une maison magnifique, Odile », disait-elle souvent. « C'est rare, aujourd'hui, d'avoir un tel patrimoine. » Patrimoine. Ce mot revenait souvent dans sa bouche. Puis, il y a 2 ans, Laurent a perdu son emploi. Une restructuration. Pauline a continué à travailler, mais leurs économies fondaient. Ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Un soir, Laurent m'a appelé. « Maman, est-ce qu'on pourrait venir habiter chez toi? Juste quelques mois, le temps qu'on se retourne. » J'ai dit oui, évidemment. C'était mon fils. Ils ont emménagé un samedi de mars. Avec leurs cartons, leurs meubles, leurs projets, Pauline m'a embrassé sur les joues. « Merci Odile, on ne restera pas longtemps, promis. » 6 mois sont passés, puis 1 an, puis 2. Laurent a retrouvé un travail, mais moins bien payé. Pauline a continué sa carrière. Et progressivement, sans que je m'en rende compte, la maison a cessé d'être ma maison. Les meubles ont changé de place, mes photos ont été décrochées, mes habitudes, bousculées. Un jour, j'ai voulu inviter une amie à dîner. Pauline m'a dit, très calmement, « Odile, on reçoit des clients jeudi. Tu pourrais peut-être reporter ?» Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit non plus quand elle a transformé mon bureau en dressing. Ni quand elle a jeté mes vieux rideaux sans me demander. Ni quand elle a commencé à parler de notre maison. Je me suis effacée, doucement, pour ne pas déranger, pour garder la paix. Mais ce vendredi de novembre, quand la banque m'a appelé, j'ai compris que le silence avait un prix, et que j'étais en train de le payer. Les changements, au début, étaient si petits qu'on pouvait les ignorer. Une clé qui disparaît, un rendez-vous médical oublié, une conversation interrompue. La première fracture, la vraie, est arrivée un mardi après-midi. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers. C'était mon rituel de printemps. Georges avait planté ses rosiers lui-même, il y a plus de 30 ans. Chaque année, je les entretenais avec soin. Ils fleurissaient en mai, roses et blancs, et leur parfum envahissait toute la maison. Ce mardi-là, j'ai entendu un bruit de moteur. Une camionnette s'est garée devant la maison. 2 hommes en sont descendus. « Bonjour madame, on vient récupérer les meubles du salon. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ?» Madame Arnaud a tout vendu sur le bon coin. Le canapé, les fauteuils, la console. Madame Arnaud. Pauline. Je suis rentrée en courant. Pauline était dans le salon, son téléphone à la main, en train de superviser le déménagement. « Pauline, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a levé les yeux, surprise de mon ton. « Ah, Odile, je voulais t'en parler, mais tu étais occupée. Ces meubles sont trop vieux. On va mettre du neuf, plus moderne. » Ce sont mes meubles. « Oui, mais on vit ici maintenant. Il faut que la maison évolue. » Évolue. Comme si mes souvenirs étaient dépassés. Le canapé où Laurent faisait ses devoirs. Les fauteuils où Georges et moi prenions le café. La console où reposait la photo de notre mariage. Tout est parti dans la camionnette, en 20 minutes. Laurent est rentré ce soir-là. Je l'attendais dans la cuisine. J'avais les mains qui tremblaient encore. Laurent, Pauline a vendu mes meubles, sans me demander. Il a soupiré. Ce soupir, celui qu'on réserve aux enfants qui exagèrent. Maman, ce n'était que des vieux meubles. Pauline a raison. Il faut moderniser. Ce n'était pas que des meubles. C'était de mes souvenirs. Maman, il s'est approché, a posé une main sur mon épaule. Tu vis dans le passé. Papa est mort il y a 34 ans. Il faut tourner la page. Tourner la page. Sur l'homme qui lui avait donné la vie. Sur la maison qu'il avait choisie pour nous. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement hoché la tête. Et cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai ouvert la petite boîte en bois. À l'intérieur, la photo de nous 3. Georges, Laurent bébé et moi. Devant cette maison. Je l'ai regardée longtemps. Puis, j'ai refermé la boîte et l'ai rangée dans mon armoire. Les jours suivants, d'autres choses ont commencé à changer. Pauline a décidé du menu des repas.
Elle a jeté mes bocaux d'épices. Ça encombre, Odile. Elle a réorganisé la cuisine. Mes casseroles, celles que j'utilisais depuis 40 ans, ont été remplacées par des neuves. C'est plus pratique, disait-elle. Un soir, je suis descendue prendre un verre d'eau. Pauline et Laurent étaient au salon. Ils parlaient à voix basse. Je me suis arrêtée dans le couloir. « Laurent, ta mère commence à prendre trop de place. C'est sa maison, Pauline. Techniquement, oui, mais on vit ici. On paye les charges, l'électricité, l'eau. Elle ne contribue à rien. Elle a sa pension. Justement, elle pourrait participer. On pourrait gérer ça ensemble, non ?» Un silence. Je vais y réfléchir. Je suis remontée sans faire de bruit. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. Participer. Gérer ensemble. Les mots résonnaient dans ma tête comme une alarme. Mais je ne voulais pas y croire. Pas encore. Laurent était mon fils. Il ne me ferait jamais de mal. C'était juste une période difficile. Une adaptation. Je me suis répété ça pendant des semaines. Jusqu'au vendredi de novembre. Jusqu'à l'appel de la banque. Et là, j'ai compris que je m'étais menti à moi-même. Parce que la fracture n'était pas petite. Elle avait déjà fendu toute la maison. Et moi, j'étais restée debout au milieu, à faire semblant que tout allait bien. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Après ce vendredi de novembre, après les mots de Laurent, « Si tu n'es pas contente, tu peux partir ». J'ai fait ce que font beaucoup de femmes de ma génération. Je me suis tue. Je me suis dit que peut-être j'avais exagéré. Que peut-être Pauline avait raison. Qu'après tout, je vivais sous leur toit. Enfin, notre toit, et qu'il était normal de contribuer. Le lendemain matin, je suis descendue à la cuisine. Pauline préparait du café. Elle m'a souri. Un sourire parfait, calculé. « Bonjour Odile, bien dormi ?»« Oui, merci. Écoute, pour hier soir, je ne voulais pas que ça dégénère. On est une famille, non? Il faut juste qu'on s'organise mieux. » J'ai hoché la tête. « Oui, tu as raison. Parfait. Donc, pour ta pension, on va faire simple. Tous les mois, elle ira sur notre compte commun. Comme ça, on gère tout ensemble. Les courses, les factures, l'entretien de la maison. Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. » Elle a dit ça avec une telle douceur, comme si elle me rendait service. « D'accord, » ai-je murmuré. Laurent est entré dans la cuisine à ce moment-là. Il m'a embrassé sur le front. « Merci, maman. Tu verras, ça va tout simplifier. » Et j'ai voulu y croire. Les semaines suivantes, je me suis effacée encore plus. Pauline gérait tout. Les repas, les courses, les décisions. Quand je proposais de cuisiner, elle disait « Non, non, repose-toi, Odile, tu as travaillé toute ta vie. » Mais dans ses yeux, je lisais autre chose. « Ne te mêle pas de ça. » J'ai commencé à manger seule dans ma chambre. Pas parce qu'on me l'avait demandé, juste parce que je sentais que je dérangeais. Un soir, j'ai voulu regarder la télévision dans le salon. Pauline et Laurent recevaient des amis. Quand je suis entrée, tout le monde s'est tu. Pauline a souri. « Odile, on a du monde ce soir. Tu veux qu'on te monte un plateau ?»« Non, je vais remonter. Merci. Tu es adorable. Adorable, parce que je disparaissais. » Ma pension continuait d'être versée sur leur compte. Quand j'avais besoin d'argent, pour un médicament, un livre, n'importe quoi, je devais demander. « Pauline, j'aurais besoin de 20 € pour la pharmacie. » Elle soupirait. « Encore ? Bon, d'accord. Mais fais attention, Odile. Cet argent, c'est pour la maison. Mon argent. Pour ma maison. » Mais je n'osais rien dire. Un après-midi, j'ai voulu sortir mes albums photos. Ceux de Laurent enfant, de Georges, de nos vacances en Bretagne. Ils étaient dans le placard du couloir, sauf qu'il était fermé à clé. J'ai demandé à Pauline. « Ah oui, désolé, on a réorganisé. Les albums sont au grenier maintenant. Il y avait trop de choses qui traînaient. Le grenier. Mes souvenirs, relégués au grenier. » Je n'ai pas protesté. J'ai simplement dit « D'accord. » Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai ouvert ma petite boîte en bois. La photo de Georges, Laurent et moi. Je l'ai regardée jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. « Qu'est-ce que tu aurais fait, Georges? Qu'est-ce que tu aurais dit ?» Mais Georges n'était plus là. Et Laurent n'était plus le garçon qui me serrait dans ses bras en disant « Je ne t'oublierai jamais. » Un dimanche, ma meilleure amie, Françoise, m'a téléphoné. « Odile, ça fait des semaines que je n'ai pas de nouvelles. On déjeune ensemble mardi ?» J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Quand j'en ai parlé à Pauline, elle a froncé les sourcils. « Mardi? Mais on a le plombier qui vient. Il faudrait que tu sois là pour lui ouvrir. Je peux déplacer. Ce serait mieux. Merci Odile. » J'ai annulé mon déjeuner avec Françoise. Et une semaine plus tard, quand elle a rappelé, je n'ai pas décroché. Parce que j'avais honte. Honte
de ce que j'étais devenue, une invitée, dans ma propre maison. Puis, un soir de décembre, quelque chose s'est passé. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu des éclats de voix en bas. Laurent et Pauline se disputaient. Je me suis approchée de la porte. « Laurent, elle n'a plus sa place ici. Elle nous coûte cher. Elle traîne toute la journée. » « Pauline, c'est ma mère. »« Justement, c'est ta mère, pas la mienne. Moi, je n'ai pas signé pour vivre avec une vieille femme qui ne sert à rien. Une vieille femme qui ne sert à rien. » J'ai posé ma main sur mon cœur, respiré lentement, fermé les yeux. Laurent n'a rien répondu. Son silence était pire que tous les mots. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond pendant des heures, et pour la première fois depuis des mois, j'ai arrêté de chercher des excuses. J'ai arrêté de me mentir. Il ne voulait pas de moi. Il voulait ma maison, ma pension, mon silence, mais pas moi. Et c'est là, dans l'obscurité de cette chambre qui avait été ma chambre, que j'ai commencé à réfléchir. Vraiment réfléchir. Quand on commence à ouvrir les yeux, on voit des choses qu'on avait ignorées pendant des mois, des détails, des gestes, des regards. Le lendemain de cette nuit d'insomnie, je suis descendue plus tôt que d'habitude. Il était 6 heures du matin. La maison était silencieuse. J'ai préparé du café, lentement, pour ne réveiller personne, et je me suis assise à la table de la cuisine. C'était ma table, celle que j'avais achetée avec Georges, en chêne massif. Il y avait encore, sur un coin, une petite rayure que Laurent avait faite avec son camion rouge quand il avait 5 ans. Je passais mes doigts dessus, comme pour retrouver ce temps-là. Puis, j'ai remarqué quelque chose. Sur le comptoir, il y avait une pile de courriers, des enveloppes blanches, soigneusement empilées. Certaines portaient mon nom, Madame Odile Arnaud. Je me suis approchée. Des lettres de la banque, de la sécurité sociale, de la mairie, toutes ouvertes, toutes lues, par Pauline, probablement. Mon cœur s'est serré. J'ai pris l'une d'elles. C'était un relevé bancaire. Pas le mien, le compte que Pauline avait créé pour gérer nos finances communes. J'ai parcouru les lignes. Dépôt, 1250 €. Ma pension, retrait, restaurant, vêtements, voyage. Aucune mention de facture, aucune mention d'entretien de maison. J'ai pris une autre lettre, puis une autre. À chaque fois, la même histoire. Mon argent, leurs dépenses. J'ai senti mes mains trembler, mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai remis les lettres exactement comme elles étaient et je suis remontée dans ma chambre. Cette fois, j'ai ouvert mon armoire. Tout au fond, derrière mes pullovers d'hiver, j'ai sorti la petite boîte en bois. À l'intérieur, la photo de Georges et moi. Mais aussi autre chose que j'avais presque oublié. Une vieille clé, petite, en cuivre. La clé du coffre dans le bureau. Mon ancien bureau, celui que Pauline avait transformé en dressing. Je l'ai glissé dans ma poche. Les jours suivants, j'ai commencé à observer. Vraiment observer. Pauline recevait beaucoup de coups de téléphone. Elle parlait toujours à voix basse, en fermant les portes. Un après-midi, je passais devant le salon. La porte était entr'ouverte. « Non, maman, je te dis que ça avance. La maison vaut au moins 400 000 €, peut-être plus. Oui, ne t'inquiète pas. On saura quoi en faire le moment venu. » Je me suis figée. Le moment venu. Elle a raccroché. Je suis partie avant qu'elle ne me voie. Ce soir-là, Laurent est rentré tard. Il sentait l'alcool. Il est monté directement se coucher. Pauline est restée dans le salon, sur son ordinateur. J'ai attendu qu'elle monte à son tour, puis je suis redescendue. L'ordinateur était encore ouvert. L'écran s'était mis en veille, mais pas verrouillé. J'ai hésité. Puis j'ai touché la souris. L'écran s'est rallumé. C'était une page de recherche. Estimation immobilière, Lyon 6e. Vente maison héritage. Mise sous tutelle personne âgée. Mise sous tutelle. J'ai relu ces mots 3 fois, 4 fois. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende à l'étage. J'ai continué à regarder. Il y avait un dossier ouvert sur le bureau. Document Odile. À l'intérieur, des copies de mes papiers, carte d'identité, livret de famille, carte vitale, et un document que je ne connaissais pas, une procuration bancaire, à mon nom, signé par moi. Sauf que je n'avais jamais signé ça. J'ai sorti mon téléphone, un vieux modèle que je gardais dans ma poche, et j'ai pris une photo. Mes mains tremblaient tellement que la première était floue. J'ai recommencé, puis j'ai tout refermé, éteint l'ordinateur, et je suis remontée. Dans ma chambre, j'ai regardé la photo sur mon téléphone. Encore et encore, ma signature, parfaitement imitée. Pauline avait accès à tout, à mon argent, à mes papiers, à ma vie. Et Laurent? Laurent savait-il? Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois.
Je suis sortie de la maison. J'ai attendu que Pauline parte au travail, que Laurent parte aussi. Puis j'ai mis mon manteau, pris mon sac, et je suis sortie. Il faisait froid, le ciel était gris, mais l'air était pur, libre. Je suis allée à la banque. « Bonjour, Madame Arnaud, que puis-je faire pour vous ?» Le conseiller bancaire m'a reçu avec un sourire poli. Je me suis assise en face de lui, les mains serrées sur mon sac. Je voudrais consulter mes comptes, tous mes comptes. Il a tapé sur son ordinateur, puis il a froncé les sourcils. « Madame, votre pension est versée sur un compte joint. Vous êtes co-titulaire avec Madame Pauline Arnaud. Je n'ai jamais ouvert de compte joint. » Il a tourné son écran vers moi. « Voici la procuration que vous avez signée en septembre dernier. » C'était la même signature. Celle que j'avais vue sur l'ordinateur. Ce n'est pas moi qui ai signé ça. Le conseiller s'est raidi. « Madame, c'est une accusation grave. Je sais, il y a eu un silence, long, pesant. Que voulez-vous faire? Je veux bloquer ce compte, annuler cette procuration et récupérer ma pension sur mon compte personnel. Il faudra porter plainte pour usurpation de signature, porteur plainte contre ma belle-fille, peut-être contre mon fils. Je vais y réfléchir. Mais bloquer ce compte, aujourd'hui. » Il a hoché la tête. « Très bien. Je vais lancer la procédure. » Quand je suis sortie de la banque, le soleil avait percé les nuages. Je me sentais étrangement légère, comme si j'avais repris possession de quelque chose. De moi-même, peut-être. Le soir même, Pauline a essayé de retirer de l'argent. La carte a été refusée. Elle est rentrée furieuse. « Odile, qu'est-ce que tu as fait ?» J'étais dans la cuisine, en train de préparer une tisane. Je me suis retournée calmement. J'ai récupéré mon argent. « Ton argent? C'est notre argent. On avait un accord. » Un accord que je n'ai jamais signé. Elle a blêmi. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu as imité ma signature, Pauline. Tu as ouvert un compte joint sans mon autorisation. Tu as volé ma pension pendant des mois. » Voler? Comment oses-tu? On te loge, on te nourrit, on s'occupe de toi. Dans ma maison. Laurent est arrivé à ce moment-là. Il a regardé Pauline, puis moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» Pauline s'est tournée vers lui, les larmes aux yeux. « Ta mère m'accuse de vol. Elle a bloqué le compte. On ne peut plus rien payer. » Laurent m'a regardé, avec ce même regard froid que je ne reconnaissais pas. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai repris ce qui m'appartient. « Tu te rends compte que tu nous mets dans la merde ?» Laurent, elle a imité ma signature. C'est n'importe quoi. Pauline pleurait maintenant, ou faisait semblant. « Je voulais juste t'aider à gérer ton argent. Tu es vieille, Odile. Tu ne sais plus ce que tu fais. Vieille, incapable, folle. » Les mots résonnaient dans la cuisine comme des gifles. Laurent a soupiré. « Maman, va dans ta chambre. On parlera de ça demain. Je ne suis pas une enfant. Alors arrête de te comporter comme une ingrate. Ingrate. » Mon fils venait de me traiter d'ingrate. Je suis montée dans ma chambre sans un mot. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur mon lit, les mains tremblantes. En bas, j'entendais leur voix. Pauline pleurait. Laurent la consolait. Personne ne montait voir si j'allais bien. J'ai ouvert ma petite boîte en bois. La photo de Georges, ses yeux doux, son sourire. « Tu avais raison, mon amour. Je suis plus forte que je ne le croyais. Parce qu'à cet instant, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Il ne me lâcherait jamais. Tant que j'étais là, tant que la maison était à moi, il me prendrait tout, petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ma pension, ma dignité, ma vie. Il fallait que j'agisse, mais pas n'importe comment. Il fallait que je sois intelligente, patiente, discrète. Et surtout, il fallait que je sois prête à perdre Laurent. Parce qu'en vérité, je l'avais déjà perdu. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, dans votre vie, avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour vous protéger? Après cette soirée, un silence glacial s'est installé dans la maison. Pauline ne me parlait plus. Elle passait devant moi comme si j'étais invisible. Laurent évitait mon regard. Quand nous nous croisions dans le couloir, il marmonnait un « bonjour » et disparaissait. Je mangeais seule dans ma chambre. Je sortais peu. J'attendais, parce que j'avais compris une chose essentielle. Ils allaient réagir. Et quand ils le feraient, je saurais exactement ce qu'ils étaient aux prêts à faire. 3 jours après le blocage du compte, j'ai reçu un appel. Madame Arnaud, Maître Durand, avocat. Madame Pauline Arnaud m'a contacté concernant une situation familiale délicate. Elle souhaite organiser une réunion avec vous. Pourriez-vous passer à mon cabinet jeudi prochain? Un avocat. J'ai accepté, calmement, poliment. Puis j'ai raccroché et j'ai réfléchi. Un avocat, cela voulait dire une chose, il préparait quelque chose d'officiel, de légal. J'ai décidé d'en savoir plus.
Le lendemain matin, Pauline et Laurent sont partis travailler. J'ai attendu 1 heure, puis je suis descendue. J'avais toujours la clé en cuivre, celle du coffre dans mon ancien bureau, devenu le dressing de Pauline. Je suis entrée. La pièce sentait son parfum. Ses vêtements étaient rangés par couleur, ses chaussures alignées comme dans une boutique. Plus rien ne ressemblait au bureau où je travaillais autrefois, où je payais mes factures, où je lisais mes livres. Mais le coffre était toujours là, encastré dans le mur, derrière une étagère que j'ai déplacée avec difficulté. J'ai glissé la clé dans la serrure. Mon cœur battait à tout rompre. Le coffre s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait des documents. Mes documents. Mais aussi d'autres choses que je n'avais jamais mises là. Un dossier épais, marqué « Succession Odile Arnaud ». Succession. J'ai ouvert le dossier. Des estimations immobilières, des rendez-vous notariés, des échanges d'emails imprimés et une lettre, manuscrite, de la main de Pauline. Cher maître Leblanc, comme convenu, nous souhaitons anticiper la succession de ma belle-mère, Madame Odile Arnaud, âgée de 66 ans. Celle-ci présente des signes de confusion mentale et de troubles de la mémoire. Nous craignons qu'elle ne soit plus en capacité de gérer ses biens. La maison, estimée à 420 000 €, représente l'essentiel du patrimoine. Nous souhaitons mettre en place une mesure de protection juridique, tutelle ou curatelle, afin de sécuriser la gestion de ses finances et de son patrimoine immobilier. Mon époux, Laurent Arnaud, est son fils unique et héritier légitime. Nous vivons avec elle depuis 2 ans et assurons son bien-être quotidien. Nous sollicitons votre expertise pour encadrer cette démarche dans le respect de la loi. Cordialement, Pauline Arnaud. J'ai relu cette lettre 3 fois. Confusion mentale, trouble de la mémoire. Ils voulèrent me faire passer pour folle. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber les papiers. J'ai continué à fouiller. Il y avait d'autres documents. Un certificat médical, signé par un médecin que je ne connaissais pas. Docteur Morel. Madame Odile Arnaud présente des signes compatibles avec un déclin cognitif léger, désorientation temporelle, difficulté de mémorisation, suivi recommandé. Je n'avais jamais vu ce médecin. Je n'avais jamais eu de problème de mémoire. C'était un faux. Ou alors, Pauline avait trouvé un médecin complice. J'ai continué. Il y avait aussi des captures d'écran, des messages, envoyés depuis mon téléphone, des messages incohérents, à des numéros que je ne connaissais pas. Qui êtes-vous? Pourquoi vous me suivez? Où suis-je? Rendez-moi mon argent. Je n'avais jamais écrit ces messages. Pauline avait pris mon téléphone. Elle avait envoyé ces messages. Elle fabriquait des preuves, pour me faire passer pour démente, pour prendre ma maison. J'ai senti mes jambes se dérober. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur, le dossier sur mes genoux. Tout ce que j'avais vécu ces derniers mois prenait soudain un sens terrifiant. L'isolement, les courriers ouverts, mes amis dont on m'éloignait, mes souvenirs relégués au grenier, mon argent volé. Ce n'était pas de la négligence. C'était un plan pour me détruire, lentement, méthodiquement, pour que, le jour où ils demanderaient ma mise sous tutelle, personne ne les contredise. Même Laurent, mon fils, mon unique enfant. Était-il complice depuis le début? Ou Pauline l'avait-elle manipulé? Je voulais croire qu'il était manipulé, que la femme qu'il aimait avait pris le contrôle de sa vie comme elle avait pris le contrôle de la mienne. Mais au fond, je savais la vérité. Laurent avait choisi. Il m'avait regardé dans les yeux et il m'avait dit « Si tu n'es pas contente, tu peux partir ». Il savait. Peut-être pas tous les détails, mais il savait. Et il avait laissé faire. Je suis restée assise dans ce dressing pendant plus d'1 heure, puis, lentement, j'ai pris des photos de chaque document, de chaque lettre, de chaque faux message, de tout. J'ai tout remis exactement comme c'était, refermé le coffre, replacé l'étagère, et je suis remontée dans ma chambre. J'ai sorti la petite boîte en bois, la photo de Georges, Laurent bébé, et moi, devant cette maison que nous avions achetée ensemble. Georges, j'aurais aimé que tu sois là, mais Georges n'était pas là. Et je devais affronter ça seule. J'ai regardé par la fenêtre, le jardin, les rosiers, le petit banc où je m'asseyais le soir, en écoutant les oiseaux, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais aimé. Il voulait me le prendre, mais pire encore, il voulait détruire qui j'étais, faire croire au monde que j'étais folle, incapable, sénile. Et ensuite, quoi? Une maison de retraite, probablement, un endroit où il pourrait me placer, en toute bonne conscience. C'est pour ton bien, maman. Pendant qu'ils vendraient la maison, empocheraient l'argent et vivraient leur vie, sans moi, comme si je n'avais jamais existé. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je suis descendue dîner avec eux.
Pauline m'a regardé avec surprise. Laurent aussi. « Bonsoir », ai-je dit calmement. « Bonsoir, Odile », a répondu Pauline, sur la défensive. Je me suis assise. J'ai servi ma soupe. J'ai mangé en silence. Pauline échangeait des regards avec Laurent. Il y avait de la tension dans l'air. Ils ne savaient pas quoi penser. Après le repas, je suis restée dans le salon avec eux. J'ai pris un livre. Je me suis installée dans le fauteuil, le nouveau fauteuil, celui qu'ils avaient acheté pour remplacer celui de Georges. « Tout va bien, Odile ?» a demandé Pauline, avec une fausse sollicitude. « Oui, très bien. » Elle a froncé les sourcils. « Tu es sûre? Tu n'as pas l'air... Dans ton assiette ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Je vais très bien, Pauline. Je réfléchis, c'est tout. À quoi? À la vie? Au temps qui passe? Au choix qu'on fait. » Laurent a levé les yeux de son téléphone. « Maman, tu es bizarre? » « Bizarre? Non, je suis juste lucide. » Pauline s'est levée. « Bon, je vais me coucher. Laurent, tu viens? » « Oui, j'arrive. » Ils sont montés. Et moi, je suis restée là, dans le salon, mon livre fermé sur mes genoux. J'écoutais les bruits de la maison, les craquements du parquet, le vent dehors, le tic-tac de l'horloge. Cette maison avait une mémoire. Elle connaissait toutes mes larmes, tous mes rires, tous mes secrets, et elle connaîtrait bientôt ma décision. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée voir un notaire, pas celui que Pauline avait contacté. Un autre, Maître Bonnet, un homme de 70 ans, discret, respecté. Je lui ai tout raconté. Les documents, les faux messages, la procuration falsifiée, la lettre de Pauline, le plan de mise sous tutelle. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis il a retiré ses lunettes et m'a regardé avec gravité. « Madame Arnaud, ce que vous décrivez est très grave. C'est de l'abus de confiance, de l'abus de faiblesse potentiellement. Vous pourriez porter plainte. Je sais, mais je ne veux pas de scandale. Je veux juste protéger ce qui m'appartient. Alors il faut agir vite, avant qu'il n'obtienne une mesure de protection à votre encontre. Que me conseillez-vous » Il a réfléchi un instant. Puis il a dit quelque chose qui a changé le cours de ma vie. « Vous êtes propriétaire de votre maison, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Avez-vous fait un testament ? » « Non. » « Alors vous devriez. Et surtout, vous devriez envisager une donation de votre vivant. » « Une donation ? À qui ? » Il m'a regardé avec bienveillance. « À une association, à une fondation, à quelqu'un en qui vous avez confiance. Si vous donnez la maison maintenant, elle ne fera plus partie de votre patrimoine, et ils ne pourront plus la prendre. Donnez ma maison. » La maison de Georges, la maison où Laurent avait grandi. L'idée m'a coupé le souffle. Mais en même temps, elle avait un sens terrible, une logique implacable. Si je gardais la maison, ils la prendraient, avec leur plan de tutelle, avec leurs mensonges. Si je la donnais, je la sauverais, et je les priverais de ce qu'ils voulèrent le plus. Réfléchissez-y, Madame Arnaud, mais ne prenez pas trop de temps. Si vous voulez que je vous aide, je suis là. Je suis sortie du cabinet dans un état second. Sur le chemin du retour, je suis passée devant l'église Saint-Jean. Je suis entrée. Il n'y avait personne, juste le silence, les vitraux, la lumière douce qui tombait sur les bancs. Je me suis assise, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. J'ai pleuré sur Georges, sur Laurent, sur la vie que j'avais imaginée et qui n'existerait jamais. J'ai pleuré sur la mère que j'avais été, sur la femme que j'étais devenue. Puis, lentement, j'ai séché mes larmes et j'ai pris ma décision. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai ouvert une dernière fois ma petite boîte en bois. La photo de Georges et moi, Laurent bébé, devant la maison. Mon amour, pardonne-moi, mais je ne peux pas les laisser gagner. J'ai refermé la boîte. Demain, j'irai voir Maître Bonnet, et je ferai ce que je devais faire, non pas par vengeance, mais par dignité, parce que certaines choses ne peuvent pas être volées. Certaines choses doivent être protégées, même si cela coûte tout le reste. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le jeudi suivant, je suis retournée voir Maître Bonnet. Cette fois, j'avais pris ma décision. Il m'a reçu dans son bureau, un endroit calme, avec des bibliothèques remplies de livres juridiques, une odeur de papier ancien et de café. Il m'a fait asseoir et m'a regardé avec cette bienveillance qu'ont certaines personnes âgées qui ont vu trop de drames humains pour juger. « Madame Arnaud, vous avez réfléchi ? » « Oui. » Et j'ai pris une grande inspiration. Je veux donner ma maison, mais pas à n'importe qui. Je veux la donner à une institution qui en prendra soin, qui l'utilisera pour quelque chose de bien. Il a hoché la tête lentement. Vous pensez à quel type d'institution? Une maison de retraite? Un hospice? Un lieu où des personnes âgées pourraient vivre dignement leurs dernières années?
J'ai pensé à l'ironie. Pauline voulait m'enfermer dans une maison de retraite pour prendre ma maison. Moi, j'allais donner ma maison à une maison de retraite pour qu'elle ne puisse jamais la prendre. La justice, parfois, a un sens de l'humour cruel. « J'ai quelque chose à vous proposer », a dit Maître Bonnet. L'Hospice Sainte-Catherine. C'est une fondation respectable qui accueille des personnes âgées en situation de précarité. Ils cherchent justement à s'agrandir. Une maison comme la vôtre leur serait d'une aide précieuse. Que feraient-ils avec? Ils la transformeraient en résidence, 5 ou 6 chambres, un lieu de vie paisible. Exactement ce que vous avez construit pendant toutes ces années. Un lieu de vie paisible. Oui, c'était exactement ça. Quand pouvons-nous faire la donation? Tout de suite, si vous le souhaitez. J'ai déjà préparé les documents. Il faudra juste les signer. Et prévenir votre famille, évidemment. Prévenir ma famille. Laurent, mon fils. Non, ai-je dit doucement. Je ne les préviendrai pas avant. Maître Bonnet a hésité. Madame, je comprends votre situation. Mais juridiquement, votre fils est votre héritier réservataire. Il pourrait contester la donation. Peut-il l'annuler? Non. Une fois la donation faite et enregistrée, elle est irrévocable. Mais il pourrait vous faire un procès. Vous créez des difficultés. Laissez-le essayer. J'ai signé les papiers ce jour-là. Lentement, solennellement. Chaque signature était un adieu. À la maison de Georges, à mes souvenirs, à tout ce que j'avais construit. Mais aussi une libération. Quand j'ai signé le dernier document, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Comme si j'avais porté un poids pendant des années et que je le posais enfin. C'est fait, a dit Maître Bonnet. La maison appartient maintenant à la Fondation Sainte-Catherine. Vous avez un droit d'usage jusqu'au 15 janvier. Ensuite, la Fondation prendra possession des lieux. 15 janvier, dans 2 mois. Merci, maître. Madame Arnaud. Il s'est levé, a contourné son bureau et m'a serré la main avec respect. Vous êtes une femme courageuse. Courageuse? Non. J'étais juste une femme qui refusait d'être dépouillée de sa dignité. Je suis rentrée à la maison en fin d'après-midi. Laurent et Pauline n'étaient pas encore là. J'ai monté dans ma chambre. J'ai ouvert mon armoire et j'ai commencé à faire mes valises. 2 valises. C'est tout ce qui restait de 66 ans de vie. Des vêtements, quelques livres, des photos et la petite boîte en bois. J'ai tout rangé méthodiquement, sans pleurer, sans trembler. Puis j'ai écrit une lettre, une longue lettre, à la main, sur du papier blanc. Laurent, quand tu liras ces mots, j'aurai quitté cette maison. Je veux que tu saches que je ne t'en veux pas. Pas vraiment. Tu es mon fils. Tu seras toujours mon fils. Même si tu as choisi une femme qui a voulu me détruire. J'ai découvert le dossier, Laurent. Les faux certificats médicaux. Les messages envoyés depuis mon téléphone. Le plan pour me faire passer pour folle. Pour me mettre sous tutelle. Pour prendre ma maison. Tu savais? Peut-être pas tous les détails, mais tu savais que quelque chose n'allait pas. Et tu as choisi de fermer les yeux. Quand tu m'as dit « Si tu n'es pas contente, tu peux partir », tu as brisé quelque chose en moi, quelque chose qui ne se réparera jamais. Je ne suis pas partie parce que je n'étais pas contente. Je suis partie parce que je refusais de disparaître. La maison n'est plus à moi. Je l'ai donnée. À la Fondation Sainte-Catherine. Un hospice qui accueille des personnes âgées en difficulté. Des gens comme moi, finalement. Des gens que leurs familles ont oubliés. La Fondation prendra possession de la maison le 15 janvier. Vous avez jusqu'à cette date pour partir. Je sais que tu seras en colère, que Pauline le sera encore plus. Mais comprends une chose, je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait pour survivre. Ton père, Georges, m'avait dit un jour, « Odile, tu es plus forte que tu ne le crois. » Il avait raison. Mais j'aurais préféré ne jamais avoir à le prouver. Je t'aimais, Laurent. Je t'aime encore. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre de ta vie, dans l'humiliation, dans la peur. Prends soin de toi. Et un jour, peut-être, quand tu seras plus vieux, tu comprendras ce que j'ai fait. Et pourquoi? Ta mère, Odile. J'ai plié la lettre. Je l'ai glissée dans une enveloppe. J'ai écrit « Laurent » dessus. Puis, j'ai posé l'enveloppe sur la table de nuit. À côté, j'ai déposé un autre document, la copie de l'acte de donation, pour qu'il n'y ait aucun doute, aucune confusion. J'ai regardé ma chambre une dernière fois, le lit où j'avais dormi pendant 38 ans, la fenêtre qui donnait sur le jardin, les murs qui avaient entendu mes prières, mes pleurs, mes espoirs. Adieu. J'ai attendu qu'il rentre. J'étais dans le salon, assise sur le nouveau canapé, mes 2 valises à côté de moi. Pauline est entrée la première. Elle a vu les valises. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que... Laurent est arrivé derrière elle. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je me suis levée, calmement, dignement.
Je pars. Tu pars? Pauline a ri. Un rire nerveux. Où ça? Chez mon amie Françoise. Elle m'héberge quelques semaines. Ensuite, je verrai. Laurent s'est approché. Maman, on peut en parler. Si tu as besoin d'espace, Laurent, ce n'est pas une question d'espace. C'est une question de respect. Et vous ne me respectez plus depuis longtemps. Pauline a croisé les bras. Si c'est encore à propos de l'argent, ce n'est pas à propos de l'argent, Pauline. C'est à propos de ce que tu as fait. Elle a pâli. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, tu vois très bien. J'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti les photos. Celles que j'avais prises des documents dans le coffre. Je les ai posées sur la table basse. Une par une. La lettre à l'avocat. Le faux certificat médical. Les captures d'écran des messages envoyés depuis mon téléphone. Tu voulais me faire passer pour folle, pour me mettre sous tutelle, pour prendre ma maison. Pauline a regardé les photos. Son visage est devenu livide. C'est n'importe quoi. Non, c'est la vérité. Et tu le sais. Laurent a pris les photos. Il les a regardées, une à une. Son visage changeait. De la confusion, de la surprise, de la colère. Pauline, qu'est-ce que c'est que ça? Laurent, je peux t'expliquer. Tu as écrit à un avocat pour mettre ma mère sous tutelle? Je voulais juste la protéger. Elle n'allait pas bien. Elle oubliait des choses. Je n'oublie rien, ai-je dit froidement. Tu as inventé ces histoires. Tu as fabriqué des preuves. Tu as envoyé des messages depuis mon téléphone pour me faire passer pour démente. Pauline s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Tu ne comprends pas. On avait besoin d'argent. Laurent a perdu son emploi. On croulait sous les dettes. Cette maison, c'est tout ce qu'on avait. Cette maison n'était pas à toi. Mais elle devait revenir à Laurent un jour. Un jour. Pas maintenant. Pas comme ça. Laurent était debout, immobile, les photos dans les mains. Il ne disait rien. Il regardait Pauline comme s'il la voyait pour la première fois. Laurent, Pauline s'est approchée de lui. Laurent, s'il te plaît, je l'ai fait pour nous, pour notre avenir. Il a reculé. Tu as falsifié des documents. Tu as volé l'argent de ma mère. Je ne l'ai pas volé. Je l'ai utilisé pour la maison, pour nous, pour toi, ai-je dit doucement. Pauline s'est retournée vers moi, furieuse. Ah, et toi? Tu crois que tu es irréprochable? Tu crois que tu es une sainte? Tu vis dans le passé? Tu t'accroches à des souvenirs d'un homme mort il y a 30 ans. Tu refuses d'avancer. J'avance, justement. En partant? C'est ça? Avancer? Abandonner ton fils? Je n'abandonne personne. C'est vous qui m'avez abandonné. J'ai pris mes valises. Laurent ne bougeait toujours pas. Il regardait le sol, les photos à la main. Laurent, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose dans son regard. De la culpabilité, du regret, peut-être même de la honte. Maman, je ne savais pas. Pour les documents, pour les messages, je te jure. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas. Et tu n'as rien dit. Tu m'as laissé souffrir. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée, désolée. Ce mot, je l'avais attendu pendant des mois. Et maintenant qu'il le disait, je réalisais qu'il ne changeait rien. Le mal était fait. Laurent, il y a une lettre pour toi dans ma chambre, sur la table de nuit. Lis-la quand tu seras prêt. Maman, attends. Adieu, mon fils. J'ai marché vers la porte. Pauline m'a attrapé par le bras. Attends, tu ne peux pas partir comme ça. C'est ta maison. Je me suis dégagé doucement. Non, plus maintenant. Quoi? J'ai donné la maison, à la Fondation Sainte-Catherine. Un hospice pour personnes âgées. Vous avez jusqu'au 15 janvier pour partir. Tout est expliqué dans la lettre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pauline a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis l'a rouverte. Tu as fait quoi? J'ai donné ma maison. Tu ne peux pas faire ça. Laurent est ton héritier. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. C'est ma maison. C'était ma décision. Tu es folle. Complètement folle. Non, Pauline. Je suis lucide. Pour la première fois, depuis longtemps. Laurent s'est approché. Maman, tu as vraiment donné la maison? Oui. Mais pourquoi? Parce que je refuse que vous la preniez. Parce que je refuse de mourir dans la honte et l'humiliation. Parce que cette maison mérite mieux que vos mensonges. Il a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. Maman, Laurent. J'ai posé ma main sur sa joue. Une dernière fois. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus te sauver. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Moi aussi. J'ai pris mes valises et je suis sortie. Derrière moi, j'entendais Pauline crier, insulter, pleurer, menacer. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Françoise m'attendait dans sa voiture, garée devant la maison. Elle avait accepté de venir me chercher sans poser de questions. C'est ça, une vraie amie. Elle a pris mes valises.
Elle m'a aidé à monter dans la voiture. Moi, ça va? A-t-elle demandé doucement. Ça ira. En démarrant, j'ai regardé la maison une dernière fois. Les fenêtres éclairées, le jardin que j'avais entretenu pendant des années, les rosiers de Georges. Adieu. Françoise a posé sa main sur la mienne. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais, mais ça fait quand même mal. C'est normal, c'est ton fils. Il était mon fils. Nous avons roulé en silence. La nuit tombait. Les lumières de Lyon scintillaient au loin. Et moi, assise dans cette voiture, je sentais quelque chose d'étrange. De la tristesse, oui. De la douleur, énormément. Mais aussi du soulagement. Pour la première fois depuis 2 ans, je respirais. Cette nuit-là, chez Françoise, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise près de la fenêtre, ma petite boîte en bois sur mes genoux. J'ai ouvert la boîte, la photo de Georges et moi. Laurent bébé. J'ai caressé le visage de Georges du bout des doigts. J'ai fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Le vent soufflait dehors. Les branches des arbres grattaient contre la vitre. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose. Une présence, douce, familière. Oui, mon amour, tu as fait ce qu'il fallait. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Les premières semaines chez Françoise ont été étranges. Je me réveillais la nuit, désorientée. Je cherchais ma fenêtre, celle qui donnait sur le jardin. Mais je ne trouvais que des murs inconnus, une chambre qui n'était pas la mienne. Puis je me souvenais, je n'avais plus de maison. J'avais tout donné. Françoise était d'une gentillesse infinie. Elle me préparait du thé le matin, me laissait de l'espace, ne posait pas trop de questions. Mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. « Odile, tu es sûre que tu vas bien? Oui, vraiment? Tu as des nouvelles de Laurent? Non, et je n'en attends pas. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Une partie de moi espérait encore. Un coup de téléphone, un message, quelque chose qui me dirait que mon fils m'aimait encore, qu'il comprenait, qu'il regrettait. Mais mon téléphone restait silencieux. 3 jours après mon départ, j'ai reçu un appel de Maître Bonnet. « Madame Arnaud, j'ai reçu une visite de votre fils et de votre belle-fille. Ils veulent contester la donation. » Mon cœur s'est serré. Ils peuvent? Non. La donation est valide, irrévocable. Mais ils menacent de porter plainte. Ils disent que vous étiez sous influence, que vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens mentaux. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, c'était exactement ce que Pauline ferait. Maître Bonnet, j'ai 66 ans. Je suis en parfaite santé mentale. J'ai tous mes certificats médicaux qui le prouvent. Je sais, et je leur ai dit, mais votre belle-fille insiste. Elle a même apporté un certificat médical. Le faux certificat du docteur Morel? Exactement. Je l'ai immédiatement reconnu comme suspect. J'ai vérifié auprès du Conseil de l'Ordre. Ce médecin a déjà eu des problèmes déontologiques, des certificats de complaisance. Son témoignage ne vaut rien. J'ai senti un poids se soulever de ma poitrine. Que se passe-t-il maintenant? Ils vont probablement tenter un recours. Mais honnêtement, ils n'ont aucune chance. La donation a été faite en toute légalité. Vous étiez accompagné d'un notaire. Vous avez signé de votre plein gré. Vous n'avez aucun problème cognitif. Leur seul argument est à la frustration. Et la frustration n'est pas un motif juridique. Merci, maître. Madame Arnaud. Il a hésité. Votre fils avait l'air perdu. Perdu? Oui. Il ne disait pas grand-chose. C'était surtout votre belle-fille qui parlait, qui criait même. Lui, il était juste silencieux, silencieux. Comme il l'avait été quand Pauline me volait, quand elle me détruisait. Son silence était devenu sa signature. Merci de m'avoir prévenu, maître. Je vous tiendrai informé. J'ai raccroché. Françoise était dans la cuisine, en train de préparer le déjeuner. Je suis allée m'asseoir à table. Des nouvelles? A-t-elle demandé. Ils veulent contester la donation. Ils peuvent? Non, mais ils essaient quand même. Françoise a posé sa main sur la mienne. Tu sais, Odile, tu as fait preuve d'un courage extraordinaire. Je n'ai pas l'impression d'être courageuse. J'ai l'impression d'avoir perdu. Tu n'as rien perdu. Tu as gagné ta liberté. Liberté. Ce mot résonnait étrangement. Oui, j'étais libre. Libre de Pauline. Libre de Laurent. Libre de cette maison qui était devenue une prison. Mais la liberté avait un goût amer. Quelques jours plus tard, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée au marché, seule, avec mon propre argent, ma pension, que la banque avait rétablie sur mon compte personnel. J'ai acheté des légumes, du fromage, des fleurs, des petites choses qui n'avaient au l'air de rien, mais qui représentaient tout, ma liberté de choisir. En rentrant chez Françoise, je me suis arrêtée dans un café. J'ai commandé un thé. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les gens passer, des couples, des familles, des enfants qui riaient, et moi, seule, avec mon thé et mes pensées.
J'ai sorti ma petite boîte en bois de mon sac. Je l'avais toujours avec moi maintenant, comme un talisman. J'ai ouvert la boîte, la photo de Georges et moi. Tu me manques, mon amour, tous les jours. Mais pour la première fois, ce manque ne me détruisait pas. Il m'accompagnait, comme une présence douce, un souvenir qui ne faisait plus mal. 2 semaines après mon départ, j'ai reçu un message, de Laurent. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai ouvert le message avec des mains tremblantes. Ah, maman, il faut qu'on parle, s'il te plaît. C'est tout. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une demande. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Une partie de moi voulait répondre, courir vers lui pardonner, tout oublier. Mais une autre partie, la partie qui avait survécu, qui avait trouvé la force de partir, savait que ce serait une erreur. J'ai répondu, Laurent, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans ma lettre. Je n'ai rien à ajouter. Prends soin de toi. Maman. J'ai envoyé le message. Puis, j'ai éteint mon téléphone. Françoise est entrée dans le salon à ce moment-là. Elle a vu mon visage. C'était lui? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Parler. Et toi? Moi, je n'ai plus rien à lui dire. Françoise s'est assise à côté de moi. Tu sais, Odile, parfois, aimer quelqu'un, c'est savoir le laisser partir, même si c'est ton enfant. Je sais, mais ça fait mal quand même. Bien sûr que ça fait mal. Ça fera toujours mal. Mais la douleur ne doit pas te détruire. Elle doit te transformer. Me transformer. Oui, c'était exactement ce qui était en train de se passer. Je n'étais plus la femme qui s'effaçait, qui se taisait, qui acceptait l'inacceptable pour garder la paix. J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus lucide, quelqu'un qui savait dire non. Début janvier, j'ai reçu un nouvel appel de Maître Bonnet. Madame Arnaud, j'ai de bonnes nouvelles. La Fondation Sainte-Catherine prendra officiellement possession de la maison le 15 janvier, comme prévu. Votre fils et votre belle-fille ont été notifiés. Ils ont jusqu'à cette date pour libérer les lieux. Ont-ils répondu? Oui, par l'intermédiaire de leur avocat. Ils demandent un délai supplémentaire. Accordez-le leur, 1 mois, jusqu'au 15 février. Vous êtes sûr? Oui. Je ne veux pas qu'ils se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Malgré tout, c'est encore mon fils. Très bien, je transmettrai. Après avoir raccroché, je me suis sentie apaisée. Oui, Laurent m'avait trahi. Oui, il m'avait fait souffrir. Mais je ne voulais pas sa destruction. Je voulais juste qu'il comprenne que nos actions ont des conséquences, que le mensonge ne construit rien, que l'amour ne se vole pas, il se donne. Et s'il ne comprenait pas maintenant, peut-être qu'il comprendrait plus tard, quand il serait plus vieux, quand la vie lui aurait appris, à lui aussi, ce que c'est que de perdre. Un après-midi, j'ai décidé de retourner à la maison. Pas pour y entrer, juste pour la voir, une dernière fois. Françoise m'a accompagnée. Nous sommes restés dans la voiture, garée de l'autre côté de la rue. La maison était toujours là, belle, solide, avec ses volets bleus et son jardin fleuri. Mais elle avait l'air différente, comme si elle savait déjà qu'elle ne m'appartenait plus. J'ai vu Laurent sortir. Il portait des cartons. Il avait l'air fatigué, amaigri. Ses épaules étaient envoûtées. Pauline est sortie derrière lui. Elle criait quelque chose. Il ne répondait pas. Il a juste continué à charger les cartons dans leur voiture. Il déménageait. Françoise a posé sa main sur mon bras. « Tu veux qu'on s'en aille ?» Encore 1 minute. J'ai regardé Laurent monter et descendre les escaliers, porter ses affaires, sa vie, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne ressentais plus de colère, plus de rancœur, juste de la tristesse. Une tristesse douce, résignée. C'était fini. Cette vie, cette relation, cette illusion que nous étions une famille. On peut y aller, ai-je dit doucement. Françoise a démarré la voiture. Et tandis que nous nous éloignions, j'ai regardé la maison disparaître dans le rétroviseur. Adieu, Georges. Adieu, mes souvenirs. Adieu, mon fils. Le soir même, j'ai écrit une lettre, pas à Laurent, à moi-même. Chère Odile, tu as 66 ans. Tu as perdu ta maison. Tu as perdu ton fils. Tu as perdu presque tout ce que tu avais construit. Mais tu n'as pas perdu l'essentiel. Tu n'as pas perdu ta dignité. Tu n'as pas perdu ton intégrité. Tu n'as pas perdu ta capacité à aimer, même quand l'amour fait mal. Tu as fait ce qu'il fallait. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Et maintenant, tu vas vivre, vraiment vivre. Tu vas reconstruire. Tu vas retrouver tes amis. Tu vas rire. Tu vas pleurer. Tu vas te souvenir, mais sans t'accrocher. Tu vas avancer. Parce que c'est ce que font les femmes fortes. Elles tombent, elles pleurent, elles se relèvent, et elles continuent, avec amour. Toi-même. J'ai plié cette lettre.
Je l'ai glissé dans ma petite boîte en bois, avec la photo de Georges, et j'ai refermé la boîte. Ce soir-là, allongé dans mon lit chez Françoise, j'ai regardé le plafond. Dehors, la pluie tombait, doucement, régulièrement, comme des larmes qui lavent tout. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose de fondamental. La justice ne vient pas toujours de l'extérieur, des tribunaux, des punitions. Parfois, la justice est intérieure. C'est savoir qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a agi selon ses valeurs, qu'on n'a pas trahi qui on est. Pauline avait voulu me détruire, me voler, me faire disparaître, mais elle n'avait pas réussi. J'étais toujours là, plus faible peut-être, plus seule, certainement, mais libre. Et cette liberté, personne ne pourrait jamais me la prendre, parce que je l'avais conquise moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillée différemment, pas joyeuse, pas guérie, mais paisible. J'ai pris mon café avec Françoise. Nous avons parlé de choses simples, de la météo, du marché, d'un film qu'elle voulait voir, des choses normales, légères. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri, un petit rire, timide, mais sincère. « Ça fait du bien de t'entendre rire », a dit Françoise. « Ça fait du bien de rire. Tu sais, Odile, je suis fière de toi. Pourquoi ? Parce que tu aurais pu rester. Tu aurais pu accepter, te soumettre, disparaître. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es battue, à ta manière, avec élégance, avec dignité. Avec dignité. Oui, c'était exactement ça. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas insulté. Je n'avais pas détruit. J'avais juste protégé ce qui devait l'être. Et maintenant, je devais juste attendre. Attendre que la vie fasse son œuvre. Parce que la vie, j'en étais certaine, a sa propre façon de rendre justice. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Et je serai là pour le voir. Non pas avec joie, mais avec la sérénité de celle qui sait qu'elle a fait ce qu'il fallait. Le temps finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Croyez-vous en la justice naturelle de la vie ? 6 mois ont passé depuis que j'avais quitté la maison. 6 mois pendant lesquels j'avais reconstruit, doucement, une vie. Pas la vie d'avant. Une autre, plus petite, peut-être, mais authentique. J'avais trouvé un petit appartement, 2 pièces, lumineux, avec une fenêtre qui donnait sur un parc. Chaque matin, je prenais mon café en regardant les arbres. C'était suffisant. Françoise venait déjeuner tous les mardis. Nous parlions de tout et de rien. Elle ne mentionnait jamais Laurent, sauf si je le faisais. Et je ne le faisais presque jamais. Parce que j'avais appris quelque chose de fondamental. On peut aimer quelqu'un et choisir de vivre sans lui. Ce n'est pas de la trahison, c'est de la survie. J'avais repris contact avec d'autres amis que j'avais négligés pendant ces années de silence. Nous allions au cinéma, au musée. Nous prenions le thé, des choses simples qui me rappelaient qui j'avais été, qui je redevenais. Ma petite boîte en bois était posée sur ma table de nuit. Je l'ouvrais parfois, le soir, pour regarder la photo de Georges, mais je ne pleurais plus. Je souriais, en me souvenant du bonheur qu'on avait eu, pas de celui qu'on avait perdu. C'est Françoise qui m'a appris ce qui était arrivé à Laurent et Pauline. C'était un mardi après-midi. Nous étions chez moi, en train de prendre le thé. Françoise avait un air gêné, hésitant. « Odile, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi donc ? » ?»« C'est à propos de Laurent. » Mon cœur s'est serré. « Il va bien ? » ?»« Physiquement, oui. Mais elle a pris une grande inspiration. J'ai croisé une connaissance commune. Madame Perrin, tu te souviens ? Elle habite dans le quartier de ton ancienne maison. Elle m'a raconté des choses. Quel genre de choses ? Laurent et Pauline. Ça ne va pas bien. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu qu'elle continue. Après avoir quitté la maison en février, ils ont emménagé dans un appartement, plus petit, en banlieue. Pauline a perdu son emploi. Perdu son emploi ? Oui. Apparemment, son entreprise a découvert des irrégularités, des notes de frais gonflées, des justificatifs falsifiés. Elle a été licenciée pour faute grave. Des justificatifs falsifiés. Exactement comme elle avait falsifié mon certificat médical, comme elle avait imité ma signature. La vie avait son propre sens de la justice. Et Laurent ? Laurent travaille toujours, mais il a l'air éteint. Madame Perrin l'a croisé au supermarché. Elle dit qu'il a vieilli de 10 ans, qu'il ne sourit plus, qu'il a l'air perdu. Perdu, le mot que Maître Bonnet avait utilisé des mois plus tôt. Pauline et lui se disputent beaucoup, paraît-il. Les voisins entendent des cris, des portes qui claquent. J'ai regardé par la fenêtre, les arbres du parc, les enfants qui jouaient. Je ne sais pas quoi ressentir, ai-je dit doucement. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Ce sont les conséquences de leur propre choix. Leur propre choix. Oui, c'était exactement ça. Je n'avais rien fait. Je ne leur avais pas nui.
Je ne les avais pas poursuivis. Je ne leur avais pas souhaité de mal. J'avais juste protégé ce qui m'appartenait. Et la vie avait fait le reste. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel, d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité à répondre. Puis j'ai décroché. « Allô, Madame Arnaud ?» C'est Maître Durand. L'avocat de Madame Pauline Arnaud. Mon cœur a bondi. « Oui, je vous appelle pour vous informer qu'une procédure de divorce a été engagée entre votre fils et votre belle-fille. Divorce. » Le mot a résonné dans ma tête comme une cloche. Je vois. Madame Pauline Arnaud souhaite que vous témoigniez en sa faveur. Elle dit que vous pourriez attester de la violence psychologique de votre fils. J'ai failli rire. Tellement c'était absurde. Tellement c'était prévisible. Maître, je ne témoignerai pas. Ni en sa faveur, ni en celle de mon fils. Ce divorce ne me concerne pas. Mais madame, je vous souhaite une bonne journée, maître. J'ai raccroché. Pauline voulait que je l'aide. Après tout ce qu'elle m'avait fait. Après avoir voulu me détruire, me voler, me faire passer pour folle. Elle voulait que je témoigne en sa faveur. L'ironie était cruelle, mais méritée. Quelques semaines plus tard, Françoise m'a apporté d'autres nouvelles. Madame Perrin a encore parlé. Je ne suis pas sûre de vouloir savoir. C'est important, Odile. J'ai soupiré. D'accord, dis-moi. Pauline est partie. Elle a quitté Laurent. Elle est retournée vivre chez sa mère, à Marseille. Et Laurent, il est seul, dans l'appartement. Madame Perrin dit qu'elle le voit parfois, le soir, assis sur son balcon. Il ne fait rien. Il regarde juste dans le vide. Dans le vide, j'ai imaginé mon fils, seul, perdu, réalisant peut-être ce qu'il avait perdu. Pas la maison, pas l'argent, mais moi, sa mère. Il a essayé de te contacter ? A demandé Françoise. Non, plus depuis ce message, il y a 6 mois. Tu crois qu'il le fera ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si je voudrais qu'il le fasse. C'était la vérité. Une partie de moi voulait qu'il appelle, qu'il s'excuse, qu'il admette qu'il avait eu tort. Mais une autre partie savait que même s'il le faisait, ça ne changerait rien. Le mal était fait, la confiance brisée, la relation morte. On ne ressuscite pas ce qui est mort, on le pleure et on avance. Puis, un jour de novembre, presque 1 an exactement après le jour où tout avait commencé, j'ai reçu un appel, de l'hôpital. Madame Arnaud, votre fils, Laurent Arnaud, a été admis aux urgences. Vous êtes sa personne à contacter en cas d'urgence. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait un malaise, épuisement, déshydratation. Il va bien, mais il faudrait que quelqu'un vienne le chercher. J'ai hésité, longtemps, puis j'ai dit « J'arrive ». L'hôpital sentait le désinfectant et l'angoisse, cette odeur universelle de la douleur et de l'attente. J'ai trouvé Laurent dans une chambre au bout d'un couloir. Il était allongé sur un lit, une perfusion dans le bras. Il avait effectivement vieilli. Ses cheveux grisonnaient, son visage était creusé, ses yeux cernés. Quand il m'a vu, il a cligné des yeux, comme s'il ne pouvait pas croire que j'étais là. « Maman ». Je me suis approchée, lentement, prudemment. « Laurent, tu es venu. L'hôpital m'a appelé. Je suis désolée. Je sais que tu ne veux plus me voir. » Je me suis assise sur la chaise à côté de son lit. « Comment tu vas ? Physiquement ? Ça va. Moralement ? » Il a détourné le regard. « Je suis détruit, maman. » Silence. « Pauline est partie, » a-t-il continué. « Elle m'a quitté. Elle a dit que j'étais un raté, que je l'avais déçue, que j'avais tout gâché. Elle avait raison. » Il a ri. Un rire amer. « Oui, j'ai tout gâché. Laurent, non, laisse-moi parler, s'il te plaît. » Il s'est redressé légèrement. Ses yeux étaient rouges. J'ai été aveugle, stupide, lâche. Pauline, elle m'a manipulé, mais je l'ai laissé faire. Je voyais bien ce qu'elle te faisait. Je le voyais, mais j'avais peur de la perdre. J'avais peur d'être seule. Alors j'ai fermé les yeux. Et tu m'as perdu à la place. Oui, sa voix s'est brisée. J'ai perdu la personne la plus importante de ma vie. La seule qui m'a toujours aimée, sans condition, sans calcul. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. Quand j'ai lu ta lettre, quand j'ai compris ce que Pauline avait fait, les faux documents, les messages, le plan pour te mettre sous tutelle, j'ai eu envie de vomir. Mais tu es resté avec elle. Oui, parce que j'avais honte. Trop honte pour te faire face. Trop honte pour admettre que j'avais trahi ma propre mère. Il pleurait ouvertement maintenant, des sanglots qui secouaient ses épaules. Maman, je suis tellement désolée, tellement désolée. Si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais effacer tout ça. Je l'ai regardé, mon fils, mon petit garçon, devenu cet homme brisé, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas du pardon, pas encore, peut-être jamais, mais de la compassion.
Laurent, ai-je dit doucement. Tu ne peux pas revenir en arrière. Personne ne le peut. Tu as fait des choix. Ces choix ont eu des conséquences. Pour moi, pour toi, pour tout le monde. Je sais, mais tu peux apprendre. Tu peux devenir meilleur, plus fort, plus conscient. Il a levé les yeux vers moi. Tu crois? Je l'espère. Tu pourrais me pardonner un jour? J'ai pris une grande inspiration. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ce que tu m'as fait, ce que vous m'avez fait, m'a brisé. Ça a pris des mois pour me reconstruire, et je ne suis toujours pas complètement guéri. Je comprends, mais j'ai posé ma main sur la sienne, brièvement. Je ne te souhaite pas de mal. Je ne veux pas ta destruction. Je veux juste que tu comprennes. Je comprends. Maintenant, je comprends. Alors c'est déjà quelque chose. Je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il soit autorisé à sortir. Je l'ai accompagné jusqu'à son appartement. Petit, sombre, triste. À la porte, il s'est retourné. « Maman, est-ce qu'on pourrait se revoir? Parfois, je ne te demande pas de redevenir comme avant. Juste, ne pas disparaître complètement de ta vie. » J'ai regardé ce visage que j'avais aimé plus que tout au monde, qui m'avait trahi, qui souffrait maintenant. Je vais y réfléchir. Merci d'être venu. Prends soin de toi, Laurent. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Pauline avait tout perdu. Son emploi, son mariage, sa réputation. Laurent avait tout perdu. Sa femme, sa mère, sa maison, sa dignité. Et moi, j'avais perdu aussi, énormément. Mais j'avais gagné quelque chose d'essentiel. Ma liberté, ma dignité, mon intégrité. J'avais refusé d'être une victime. J'avais agi, avec courage, avec lucidité. Et la vie m'avait rendu ce que je lui avais donné. Non pas la vengeance, mais la paix. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai ouvert ma petite boîte en bois. La photo de Georges et moi, Laurent bébé, devant la maison. Cette maison qui n'existait plus, qui était devenue un hospice. Un lieu où d'autres personnes âgées trouvaient refuge et dignité. Tu avais raison, Georges. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Pauline avait semé le mensonge. Elle avait récolté la solitude. Laurent avait semé la lâcheté. Il avait récolté le regret. Et moi, j'avais semé la dignité. J'avais récolté la paix. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'équilibre. Le karma n'est pas une punition. C'est une leçon. Et chacun apprend à son rythme. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de la Fondation Sainte-Catherine. Ils m'invitaient à visiter la maison, à voir ce qu'elle était devenue. J'ai accepté. Un samedi après-midi, je suis retournée dans mon ancien quartier. Françoise m'accompagnait. La maison était méconnaissable, et pourtant tellement familière. Les murs avaient été repeints, le jardin réaménagé, mais l'âme était toujours là. 6 personnes âgées y vivaient maintenant, dans des chambres lumineuses, avec des soins, de la compagnie, de la dignité. La directrice m'a fait visiter. Madame Arnaud, grâce à votre don, nous avons pu offrir un foyer à des personnes qui n'avaient plus rien. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente. J'ai regardé les résidents. Une femme qui lisait près de la fenêtre, un homme qui jardinait, un couple qui prenait le thé dans le salon. Et j'ai compris que je n'avais rien perdu. J'avais transformé ma douleur en espoir, ma maison en refuge, mon histoire en leçon. C'est moi qui vous remercie, ai-je dit doucement. En partant, je me suis arrêtée devant les rosiers de Georges. Ils étaient toujours là, taillés, entretenus, fleuris. J'en ai cueilli un, rose, délicat, et je l'ai emporté avec moi. Ce soir-là, j'ai mis cette rose dans un vase, sur ma table, à côté de ma petite boîte en bois. Un symbole, une continuité, une promesse, que la beauté survit à la douleur, que l'amour survit à la trahison, que la vie, malgré tout, continue, et qu'elle finit toujours par rendre justice, à sa manière, à son rythme, mais toujours. Elle m'avait traité de folle. 1 an plus tard, je l'ai vue partir seule, avec ses mensonges pour seul bagage. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et vous, croyez-vous que nos actions reviennent toujours vers nous? 1 an et demi après avoir quitté la maison, je me suis retrouvée assise dans mon petit appartement, un mardi matin de printemps. Le soleil entrait par la fenêtre. Les oiseaux chantaient dans le parc. Ma tasse de café fumait doucement sur la table. Et j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. J'étais heureuse. Pas d'un bonheur éclatant. Pas de cette joie débordante qu'on ressent dans la jeunesse. Mais d'un bonheur tranquille, profond. Celui qui vient quand on a traversé la tempête et qu'on se retrouve enfin sur la terre ferme. Ma petite boîte en bois était posée devant moi. Je l'ai ouverte. La photo de Georges et moi. La rose séchée des rosiers de la maison. La lettre que je m'étais écrite à moi-même des mois plus tôt.
J'ai relu cette lettre. Tu as fait ce qu'il fallait. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Oui, j'avais fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, je pouvais le dire sans l'ombre d'un doute. Ces derniers mois, j'avais beaucoup réfléchi. À ma vie, à mes choix, à ce que je voulais transmettre. Parce que c'est ça, vieillir. Ce n'est pas seulement perdre, c'est aussi comprendre, distiller, transformer l'expérience en sagesse. J'avais compris des choses essentielles. La première, l'amour ne justifie pas tout. Pendant des années, j'avais cru que l'amour maternel devait tout supporter, tout pardonner, tout accepter. Que c'était mon rôle de me sacrifier pour mon fils, de m'effacer pour son bonheur. Mais j'avais appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. Aimer quelqu'un ne veut pas dire le laisser nous détruire. Aimer quelqu'un ne veut pas dire renoncer à qui nous sommes. Aimer quelqu'un, vraiment l'aimer, c'est aussi savoir poser des limites, dire non, partir s'il le faut. Parce qu'un amour qui nous tue n'est pas un amour, c'est un poison. La deuxième chose que j'avais comprise, la dignité n'est pas négociable. On peut perdre sa maison, son argent, ses relations, mais on ne doit jamais perdre sa dignité. Parce que la dignité, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est le respect qu'on se porte à soi-même, le refus d'être humilié, dégradé, réduit au silence. Pauline avait voulu me prendre ma dignité, me faire passer pour folle, me faire disparaître. Mais je ne l'avais pas laissé faire. J'avais choisi de partir, de protéger ce qui m'appartenait, de dire non. Et ce choix m'avait sauvé. Non pas de la souffrance, j'avais souffert, énormément, mais de la destruction. J'étais toujours debout, intacte, entière, et personne ne pourrait jamais me retirer ça. La troisième chose, le temps est un maître patient. Quand j'avais quitté la maison, je ne cherchais pas la vengeance. Je ne voulais pas punir Laurent ou Pauline. Je voulais juste survivre. Mais la vie avait fait son œuvre. Pauline avait perdu son emploi, son mariage, sa réputation. Pas parce que je lui avais fait du mal, mais parce qu'elle avait semé le mensonge. Et le mensonge, tôt ou tard, se retourne contre celui qui le porte. Laurent avait perdu sa femme, sa mère, sa maison. Pas parce que je l'avais puni, mais parce qu'il avait choisi la lâcheté. Et la lâcheté ne construit rien. Elle ne fait que détruire. Moi, j'avais perdu aussi. Beaucoup. Mais j'avais gagné quelque chose d'inestimable. La paix. Le temps m'avait appris que la justice n'est pas toujours immédiate, qu'elle ne vient pas toujours des tribunaux ou des punitions. Parfois, elle vient de l'intérieur, du fait de savoir qu'on a agi selon ses valeurs, qu'on n'a pas trahi qui on est. Et parfois, elle vient de la vie elle-même, qui, avec une patience infinie, finit toujours par rendre à chacun ce qu'il a donné. Ces derniers mois, Laurent m'avait envoyé quelques messages, courts, prudents. « Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Je pense à toi. Joyeux anniversaire. » Je répondais, poliment, brièvement, sans ouvrir la porte complètement, sans la fermer non plus. « Merci Laurent, je vais bien. Prends soin de toi. Merci pour le souhait. » Ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un début, peut-être, ou peut-être pas. Le temps le dirait. Parce que j'avais aussi compris ceci, certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Elles cicatrisent, mais elles restent là, sensibles, fragiles. Et c'est normal, ce n'est pas un échec, c'est juste la réalité. On ne peut pas effacer le passé, on peut juste apprendre à vivre avec. Un après-midi, j'ai reçu une visite inattendue, la directrice de la Fondation Sainte-Catherine, Madame Leclerc. Elle est venue chez moi avec un bouquet de fleurs et une enveloppe. Madame Arnaud, je voulais vous remettre ceci en personne. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre, écrite à la main, par l'une des résidentes de la maison. Chère Madame Arnaud, je m'appelle Simone. J'ai 79 ans. Je vis dans la maison que vous avez donnée à la Fondation. Avant d'arriver ici, j'étais seule. Mon fils ne me parlait plus. Ma belle-fille m'avait chassée de chez eux. Je vivais dans un studio sombre, avec pour seule compagnie la télévision. Quand la Fondation m'a proposé une chambre dans votre maison, j'ai cru que c'était trop beau pour être vrai. Mais c'était vrai. Aujourd'hui, je vis dans une belle chambre lumineuse. J'ai un jardin où je peux m'asseoir, des gens avec qui parler, des soins quand j'en ai besoin, de la dignité. Je ne vous connais pas, mais je veux que vous sachiez que votre geste a changé ma vie. Vous m'avez donné ce que mon propre fils m'avait retiré, un foyer, une famille, de l'espoir. Merci, du fond du cœur, merci, avec toute ma reconnaissance. Simone. J'ai lu cette lettre 3 fois. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais c'étaient des larmes douces, apaisantes. Il y en a d'autres, a dit Madame Leclerc. Tous les résidents voulaient vous écrire, vous remercier,
Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, Madame Arnaud. Vous avez déjà tout fait. Après son départ, je me suis assise près de la fenêtre, la lettre de Simone dans les mains, et j'ai compris que rien n'avait été perdu, que tout ce que j'avais donné avait porté ses fruits. Pas pour moi, mais pour d'autres. Pour des gens comme Simone, des gens qui avaient été trahis par leur propre famille, qui avaient souffert comme j'avais souffert, et qui, grâce à ma décision, avaient retrouvé un peu de paix. Ma douleur avait eu un sens, ma perte avait créé de l'espoir, et c'était infiniment plus précieux que n'importe quelle vengeance. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre, pas à Laurent, pas à Simone, pas à quelqu'un en particulier, mais à toutes les femmes qui, comme moi, avaient souffert en silence. Qui s'était effacé? Qui avait accepté l'inacceptable? À vous qui m'écoutez, si mon histoire vous touche, c'est peut-être parce qu'elle ressemble à la vôtre. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes effacé pour quelqu'un. Vous avez accepté des choses que vous n'auriez jamais dû accepter. Vous avez gardé le silence pour garder la paix. Je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Vous méritez le respect. Vous méritez la dignité. Vous méritez d'être traité avec amour et considération. Et si les gens qui vous entourent ne vous donnent pas ça, vous avez le droit de partir. Oui, c'est difficile. Oui, ça fait mal. Oui, vous allez perdre des choses. Mais vous allez gagner l'essentiel, vous-même. Parce qu'une vie sans dignité n'est pas une vie, c'est une survie. Et vous méritez mieux que ça. J'ai 68 ans aujourd'hui. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon fils d'une certaine manière. Mais j'ai retrouvé qui j'étais. Et je peux vous dire ceci, ça en valait la peine. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de doute. Parce qu'aujourd'hui, je vis, vraiment, sans honte, sans peur, sans me cacher. Et vous pouvez le faire aussi. Il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Soyez courageuse, soyez forte, soyez vous-même. Et rappelez-vous, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Si vous donnez du respect, vous recevrez du respect. Si vous donnez de la dignité, vous recevrez de la dignité. Si vous donnez de l'amour véritable, celui qui n'humilie pas, qui ne détruit pas, vous recevrez de l'amour véritable. Le temps est patient. La justice viendra. Pas toujours comme on l'imagine, mais elle viendra. Ayez foi. En vous, en la vie, en demain. Avec toute mon affection, Odile. J'ai plié cette lettre. Je l'ai glissée dans ma petite boîte en bois, avec la photo de Georges. La rose séchée, les souvenirs. Un jour, peut-être, je la donnerai à quelqu'un. Ou peut-être qu'elle resterait là, comme un testament. Une preuve que j'avais existé, que j'avais souffert, que j'avais survécu, que j'avais transmis. Quelques jours plus tard, j'étais au marché. J'achetais des légumes, des fleurs, des petites choses qui me faisaient plaisir. Et j'ai croisé quelqu'un, Laurent. Nous nous sommes arrêtés, surpris tous les deux. Il avait encore maigri. Ses cheveux étaient plus gris. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de plus clair, de plus conscient. Maman, Laurent, un silence, pas hostile, juste prudent. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Oui, et toi ?»« Ça va. Je me reconstruis, lentement. »« C'est bien ?» Il a regardé mes mains, les légumes, les fleurs. « Tu as l'air en paix. » Je le suis. Un autre silence. « Maman, est-ce qu'un jour tu pourrais… » Il n'a pas fini sa phrase, mais je savais ce qu'il voulait dire. « Est-ce qu'un jour tu pourrais me pardonner? Est-ce qu'un jour on pourrait redevenir une famille ?» J'ai regardé ce visage. Mon fils, mon enfant, devenu cet homme qui avait tant à apprendre encore. Je ne sais pas, Laurent. Honnêtement, je ne sais pas. Je comprends. Mais j'ai hésité. Puis j'ai continué. On peut prendre un café, un jour, si tu veux. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Oui. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, quand on sera prêts tous les deux. Merci, maman. Merci. Je lui ai souri. Doucement. Prends soin de toi, Laurent. Toi aussi. Nous nous sommes séparés, chacun de notre côté. Et en marchant, j'ai réalisé que je ne ressentais plus cette douleur aiguë, cette déchirure, juste une mélancolie douce, une acceptation. Peut-être qu'un jour, Laurent et moi retrouverions un lien, différent, plus prudent, mais réel, ou peut-être pas. Le temps le dirait, et quoi qu'il arrive, je serai bien. Parce que j'avais appris la chose la plus importante, je n'avais pas besoin de lui pour être entière. J'étais déjà entière, toute seule. Ce soir-là, pour la dernière fois, j'ai ouvert ma petite boîte en bois, la photo de Georges et moi, devant la maison, Laurent bébé dans mes bras.
J'ai caressé cette photo du bout des doigts. Georges, mon amour, merci pour tout ce que tu m'as donné. Pour cette maison qui a fini par sauver d'autres vies. Pour cet amour qui m'a porté pendant toutes ces années. J'espère que tu es fier de moi. J'espère que tu comprends ce que j'ai fait. Et pourquoi j'ai refermé la boîte. Non pas pour oublier, mais pour avancer. Parce que c'est ça, finalement, la sagesse. Ce n'est pas oublier le passé. C'est apprendre à vivre avec. C'est transformer la douleur en compréhension. La perte en don. La souffrance en leçon. J'avais 68 ans. Je n'avais plus de maison. Je n'avais plus de famille. Vraiment. Mais j'avais quelque chose de plus précieux. J'avais ma dignité, ma paix, ma liberté. Et surtout, j'avais une histoire qui, peut-être, aiderait d'autres femmes, qui leur montrerait qu'on peut survivre, qu'on peut se reconstruire, qu'on peut choisir la dignité même quand tout semble perdu, parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour partir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à retrouver sa force, à choisir la dignité plutôt que l'humiliation, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.